Région parisienne, le 17 juillet 1995. Un véhicule de la police roule à tombeau ouvert sur l'autoroute A1. À l'intérieur de la voiture, 2 enquêteurs de la police judiciaire de Versailles. Pour les policiers, il n'y a pas une minute à perdre. Ils se rendent au funérarium de Gonesse dans le Val d'Oise pour une mission hors du commun. Il roule à fond, il y a urgence, il faut stopper une crémation. L'urgence est totale, puisque dans les minutes qui suivent, ce corps doit être incinéré. C'est une course contre la montre qui s'engage. Car au même moment, au funérarium, les employés terminent la mise en bière du défunt. Une fois qu'ils ont posé leur voiture sur le parking, ils déboulent en courant à toute vitesse. Parce que c'est à la seconde près. Il faut vraiment faire très vite. Quand nous arrivons donc au funérarium, le corps est en attente donc de partir sur le crématorium. Les policiers disent aux employés qui se trouvent là, nous venons sous mandat de justice, nous voulons récupérer le corps. Ils ne disent rien d'autre. Et si les policiers préfèrent rester discrets, c'est que l'affaire est grave. Ils soupçonnent un meurtre. Il ne faut absolument pas que le corps disparaisse, parce que sinon, des preuves pourraient disparaître. La victime s'appelle Jean-Bernard Victorska. Il est âgé de 42 ans. C'est un type inconnu des services de police, un type qui mène une vie paisible entre sa femme, ses enfants et son travail. Un parfait inconnu, un Français moyen, a priori sans problème. C'est le début d'une affaire incroyable, celle d'un bon père de famille, victime d'un complot. Bonjour. Bonjour, lieutenant. Une affaire hors norme, car le crime que nous allons vous raconter ce soir est inspiré d'un épisode de la célèbre série policière Colombo. L'assassin va s'inspirer d'un film qu'il a vu à la télévision. Les faits copient la fiction. Mon collègue se trouve face à un individu potentiellement dangereux. On a un personnage psychopathe, pas d'état d'âme, aucun respect d'autrui. Il y a eu un mort et c'est... En fait, ça continue, encore un. On se dit, est-ce que ça va s'arrêter quand même? Elle était fascinée par ce mec-là. Il lui aurait dit on saute par la fenêtre, elle sautait par la fenêtre. Une fois débarrassés de Jean-Bernard, ils vont monter un petit commerce. Le mobile est exclusivement le fric. Mon père, il est parti. J'ai cru que le monde s'effondrait autour de moi. L'impression d'avoir tout perdu. Nous sommes le 14 juillet 1995, jour de la fête nationale. C'est dans ce quartier résidentiel de la banlieue parisienne que vivent Nadège et Jean-Bernard Victorska, 42 ans tous les deux. Ils sont mariés depuis 10 ans et ont 2 enfants. Ce jour-là, le couple s'apprête à passer une journée en amoureux. C'est un jour de repos pour Jean-Bernard et Nadège. Les enfants sont chez les amis en Haute-Marne pour quelques jours. Il fait beau, ils ont décidé de passer un petit moment agréable ensemble. Ouvrier imprimeur, Jean-Bernard est un homme qui travaille beaucoup pour offrir une vie agréable à sa femme et ses 2 enfants. Les occasions de se détendre se font rares. Alors aujourd'hui, il a décidé de se laisser aller. L'occasion fait que certains jours, comme un 14 juillet, qu'on est chez soi, tranquille, on peut boire un peu plus que d'habitude. D'un apéritif, l'on glisse peut-être à 2, 3, 4. Le vin a coulé abondamment à table et une petite sieste serait bienvenue. Il est aux environs de 14h30 quand Jean-Bernard Victorska décide d'aller se reposer. Il faut dire que ce soir, avec Nadège, ils doivent se rendre chez un couple d'amis, les Lemaire, pour un dîner. Et Jean-Bernard veut être en forme. Ils sont invités à dîner et ensuite ils ont prévu d'aller voir le feu d'artifice. 1 heure se passe, 2 heures se passent, il ne revient toujours pas. Nadège s'inquiète, elle va donc essayer de voir comment est son mari. Jean-Bernard lui dit, écoute, moi j'ai envie de prendre mon temps, je prends une douche, je vais peut-être faire un peu de musculation, je te rejoindrai. Nadège Victorska part donc seule chez les Lemaire, laissant son mari fatigué et quelque peu ivre se reposer. Elle arrive chez ses amis
Et en attendant que Jean-Bernard la rejoigne, elle discute avec son hôte. Mais très vite, Nadège commence à s'inquiéter. Chez ses amis le maire, Nadège apparaît être de plus en plus nerveuse au fur et à mesure de la soirée. Elle ne voit pas Jean-Bernard arriver, donc elle va l'appeler. Elle va l'appeler à plusieurs reprises. Elle commence à passer un coup de fil, 2 coups de fil, 3 coups de fil. Elle voit qu'il n'y a toujours pas de réponse au domicile conjugal. Et au bout du compte, elle dit à son amie, il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Elle est inquiète, elle se demande ce qui arrive. Pour elle, ce n'est pas normal que son mari ne lui réponde pas. 4 heures plus tard, toujours sans nouvelles de Jean-Bernard, Nadège et son ami décident d'aller à l'appartement du couple. Alors arrivée sur place, elle constate qu'il y a de la lumière dans la chambre. Donc déjà, elle est un petit peu rassurée parce qu'elle se dit qu'il doit y avoir quelqu'un dans la maison. Les enfants sont en vacances, alors pour Nadège, c'est forcément Jean-Bernard. Mais alors, pourquoi ne répond-il pas au téléphone? Elle monte, Nadège ouvre la porte, appelle son mari, et les 2 femmes progressent dans l'appartement, qui n'est pas très grand, mais bon, elles progressent, le salon, la cuisine, etc. Et c'est l'amie de Nadège qui va entrer la première dans la chambre de Jean-Bernard. Madame le maire pousse un cri d'effroi. Jean-Bernard gît inanimé sur son banc de musculation avec une haltère en travers de la gorge. Et il est sur le dos, les bras ballants. Madame le maire se rapproche de Jean-Bernard, prend son pouls, mais l'homme ne respire plus. Là, les 2 femmes sont totalement paniquées. Enfin, surtout Nadège, d'ailleurs, qui, elle, perd complètement le sens des réalités. Elle se met à hurler. Nadège est en état de choc. C'est donc son amie qui va prendre les choses en main. Elle tente d'abord de la calmer, puis décide d'appeler les secours. Les pompiers arrivent sur place 9 minutes plus tard. En bas de l'immeuble, ils sont accueillis par Madame le maire. Les sapeurs-pompiers, dès leur arrivée dans la chambre où se trouve M. Wiktorska, commencent par lui enlever la barre d'haltère qui se trouve en travers de sa gorge. Très vite, ils se rendent compte qu'il n'y a plus rien à faire. Jean-Bernard Wiktorska est mort. Et le médecin dépêché sur place ne constate rien d'anormal. Tout juste quelques ecchymoses au niveau de la gorge. Il est fondamental de savoir dans ce dossier que le médecin, immédiatement, sans aucun doute, considère que l'on a affaire à un infarctus. Une mort accidentelle, un arrêt cardiaque pendant une séance de musculation. L'haltère aurait glissé des mains, elle serait venue l'écraser et provoquer la mort. Le médecin rédige un certificat de décès sur lequel il précise qu'il s'agit d'une mort accidentelle. L'accident très bête, oui. Très bête, mais qui peut peut-être arriver. Et personne ne se pose de questions. Mais Jean-Bernard Wiktorska, pour tout le monde, est mort de ce stupide accident de musculation, accident domestique en faisant du sport. Voilà, il n'y a aucune raison d'imaginer quoi que ce soit d'autre. Pour Nadège, reste une terrible épreuve, annoncer la mort de leur père à ses 2 fils, Benjamin et Romain. Ce dernier, alors âgé de 7 ans, est sous le choc. Aujourd'hui, il se souvient. J'ai été bouleversé. J'ai cru que le monde s'effondrait autour de moi. L'impression d'avoir tout perdu. D'avoir perdu une partie de moi-même. Jean-Bernard Wiktorska est-il, comme tout le monde semble le croire, mort accidentellement? Romain ne le sait pas encore, mais ce n'est que le début d'une longue descente aux enfers. Car un simple coup de téléphone va tout changer. Nous sommes au 36 quai des Orfèvres. Cela fait 3 jours que Jean-Bernard Wiktorska a trouvé la mort lorsqu'un policier reçoit un étrange coup de téléphone. Un inspecteur de permanence répond, et là, il a une femme au téléphone qui ne veut pas lui donner son nom, une sorte
de témoins anonymes. La jeune femme est affolée. Elle dit avoir des révélations à faire sur la mort d'un homme. Son récit est confus. D'une façon assez chevrotante, d'une façon assez terrifiée, va raconter une histoire et dénoncer un crime. Alors, le policier va tout faire pour en savoir plus. En disant, mais ça s'est passé où? Ça s'est passé quand? Qui est mort? Dans quelles conditions il serait mort selon vous, etc. Finalement, le témoin anonyme va répondre aux questions. Et la jeune femme va même être très convaincante et très précise. Elle va donner l'identité de la victime en disant qu'il s'agit d'un type qui s'appelle Jean-Bernard Victorska. Elle donne la commune où les faits se seraient déroulés, c'est-à-dire Sarcelles. Et ensuite, elle va aussi préciser que tout cela, l'origine de cet assassinat, ça serait son épouse et l'amant de celle-ci qui auraient prémédité la mort de M. Wyszorska. À en croire ce témoin, Jean-Bernard Victorska ne serait donc pas mort d'une crise cardiaque en faisant de la musculation. Il aurait été assassiné par sa femme et son amant. Alertée, la justice décide d'ouvrir une enquête. Elle est confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles. À la brigade criminelle de Versailles, ils vérifient par le commissariat de Sarcelles en passant un coup de fil et on leur confirme qu'il y a un dénommé Jean-Bernard Victorska qui a trouvé la mort de façon accidentelle le 14 juillet au soir. Et très vite, les policiers vont apprendre que le processus de crémation est en route. Le corbeau a-t-il dit la vérité? Pour le savoir, une seule solution, empêcher le corps d'être incinéré pour réaliser une autopsie et connaître les causes de la mort de Jean-Bernard Victorska. Deux hypothèses doivent être vérifiées. Soit nous sommes dans une mort naturelle et le médecin a parfaitement bien fait son travail, soit l'hypothèse émise par le corbeau est la réalité et nous sommes face à un meurtre. À ce moment-là, l'on est dans le doute le plus total. L'on peut très bien être la victime d'un appel téléphonique malveillant et fantaisiste. Mais si le corbeau dit vrai et que Jean-Bernard Victorska a bien été assassiné, cette affaire serait du jamais vu. Dans les annales judiciaires françaises, nous ne trouvons pas trace d'assassinat maquillé en accident de musculation. Jamais cela n'est arrivé. Sauf que ce scénario d'accident, de crime maquillé en accident de musculation, on l'a vu au moins une fois. Et on l'a vu à la télévision. En effet, un tel scénario a déjà fait l'objet d'un épisode dans la plus célèbre des séries policières de l'époque. Souvenez-vous, Colombo, une série policière des années 90 dans laquelle Peter Falk incarne un flic rusé et faussement naïf. À l'époque, Colombo, c'était les experts d'aujourd'hui, une série extrêmement regardée, la plus célèbre et surtout qui était diffusée aux heures de grande écoute en prime time. Jean. Bonjour, lieutenant. Jean. C'est arrivé dans la nuit. La maison était fermée et il était tout seul. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, Aurore Piana, l'inspectrice de la police judiciaire de Versailles, va très vite faire le lien entre l'enquête sur la mort de Jean-Bernard Victorska et un épisode de la série Exercice fatal. Cet épisode donc de la série Colombo raconte l'histoire d'un homme en tenue de sport, découvert sur son banc de musculation, une haltère en travers de la gorge, inanimé. Fait du hasard, Aurore Piana a vu cet épisode quelques jours plus tôt. Immédiatement, elle pense que Jean-Bernard Victorska a peut-être été, malgré lui, le héros du même scénario criminel. Les faits copient la fiction. Un corps exactement dans la même situation, une personne seule dans un lieu, et surtout, le plus fondamental, un médecin qui, immédiatement, conclut à la mort naturelle. Il est mort de quoi? Vous le gardez pour vous. Sur la tête de ma belle-mère. Il faisait probablement des mouvements avec cette barre qui lui aura échappé et qui lui est retombée sur la gorge. Et il lui a broyé la trachée artère. Vous êtes sûr? Je suis sûr que la trachée a bien été écrasée. Mais qui sait, il est peut-être mort avant d'une crise cardiaque. Peut-être. L'inspecteur Colombo
s'interroge sur la réalité des circonstances et va découvrir, après une brillante enquête comme seul Colombo sait les faire, qu'il s'agit d'un assassinat. Un homme victime d'un accident de musculation. Un médecin qui conclut à une mort accidentelle. Tout concorde. Reste à savoir maintenant à qui profite le crime. Pour commencer notre enquête, tout comme l'aurait fait Colombo, on s'intéresse donc souvent aux dernières personnes ayant été en contact donc, avec la victime. Et forcément, les soupçons vont se porter sur l'épouse de Jean-Bernard Wiktorska, Nadège, cette mère de famille qui, semble-t-il, cache de lourds secrets. 6 jours après le décès de Jean-Bernard, les enquêteurs de la PJ de Versailles prennent la mère de famille en filature. C'est alors qu'ils vont assister à une scène étonnante. Nadège gare son véhicule dans une rue du 18e arrondissement de Paris et s'engouffre dans un immeuble. Les policiers se mettent en plan, qui se positionnent, et ils attendent. Quelques instants plus tard, surprise. Dans les minutes qui suivent son arrivée, un homme sort de l'immeuble et monte dans la voiture de Nadège. L'équipe de la PJ de Versailles le prend en filature. Et là, ils s'aperçoivent que le type est extrêmement prudent. Il regarde dans le rétroviseur sans arrêt, il fait des coups de sécurité. Visiblement, l'homme se méfie. Les policiers ont peur de se faire repérer. Donc il lâche la surveillance, il retourne au point initial en se disant que s'il est parti de là, il va sans doute revenir là. Les policiers ont eu du flair. Car moins d'une heure plus tard, l'individu au comportement suspect refait son apparition. Qui est cet homme? Et surtout, pourquoi utilise-t-il la voiture de Nadège, la veuve? Serait-il lié à la mort du mari? Le corbeau a parlé d'un amant, ne serait-ce pas l'amant? Et c'est là qu'il décide de casser. À l'intérieur de l'appartement, il y a 3 personnes. Nadège, la veuve, une jeune femme et l'individu suspect. De façon extrêmement étonnante, il va se présenter comme étant l'époux de Nadège. En effet, lors du contrôle d'identité, l'homme présente aux policiers des papiers au nom de Jean-Bernard Wiktorska. Alors même que M. Wiktorska est décédé depuis le 14 juillet 1995. Étonnement du côté de la police. Là, les policiers se disent, c'est bon. Là, ils se disent, je sais pas ce qu'ils fabriquent tous ensemble, là, mais il y a un truc qui va pas. Donc, ils embarquent tout le monde. Les policiers procèdent donc à l'interpellation des 3 suspects. Ils vont devoir s'expliquer dans les locaux de la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles. Jeudi 20 juillet, il est 18h30 lorsque les auditions commencent. Les 3 suspects sont placés en garde à vue dans 3 salles différentes. Très vite, les enquêteurs vont mettre hors de cause cette jeune femme, Elisabeth Tourteau, 32 ans. Son seul lien dans cette affaire est d'être la locataire de l'appartement où les interpellations ont eu lieu. Quant à Nadège, la veuve, dont voici le vrai visage, elle reste campée sur ses positions. D'après elle, le vendredi 14 juillet, son mari est bien mort d'un accident de musculation et rien ne laissait présager qu'un tel drame pouvait arriver. Lors de cette première audition, Nadège ne nous apprendra pas grand-chose de plus sur le déroulement des faits ni son implication éventuelle. À savoir qu'elle a déjeuné avec son mari, qu'elle l'a laissé et que quand elle est revenue avec une amie le soir, elle l'a retrouvé malheureusement décédé. Dans le bureau d'à côté, un autre enquêteur de la PJ de Versailles entend l'homme qui est en possession de la carte d'identité de la victime, Jean-Bernard Wiktorska. Ce dernier persiste à s'appeler Jean-Bernard Wiktorska, jusqu'au moment où il va s'effondrer et nous révéler sa vraie identité. En réalité, cet homme s'appelle Jean-Stéphane Cézelet. Il a 36 ans. Et les enquêteurs vont très vite comprendre pourquoi il avait tout intérêt à mentir sur son identité. Nous procédons donc immédiatement à des recherches sur nos fichiers
Et nous constatons qu'il fait l'objet d'une fiche au fichier des personnes recherchées. En fait, il est en cavale, il s'agit d'un évadé. Sesley devrait donc être en prison, condamné à 6 ans de réclusion pour trafic de stupéfiants. Seulement voilà, il a profité d'une permission pour ne pas réintégrer sa cellule et depuis 6 mois, il est en cavale. Sesley a très certainement usurpé l'identité de Jean-Bernard Wiktorska pour couvrir sa cavale, se sachant évadé. En fait, Sesley connaissait Wiktorska et lui avait volé sa carte d'identité 6 mois avant le meurtre. L'homme paraît donc de plus en plus suspect, d'autant que son casier judiciaire est bien rempli. Il y a un grand nombre de condamnations à son actif, avec des emprisonnements fermes. Trafic de stupéfiants, tentative de vol à main armée, proxénétisme. L'homme a donc déjà été condamné 6 fois et seul le crime de sang manque à son palmarès. Sesley a passé plus de temps derrière les barreaux qu'en liberté. Les enquêteurs ont donc face à eux un criminel de première classe. Mon collègue comprend immédiatement qu'il se trouve face à un individu potentiellement dangereux et que l'air tranquille qu'il arborait depuis son interpellation nécessitait pour nous sûrement une plus grande vigilance. Et lors de cette première audition, les policiers de la criminelle vont faire une dernière découverte capitale pour la suite de l'enquête. L'autre élément primordial que va nous donner Sesley au cours de son audition, c'est le fait qu'ils connaissent Nadège Wiktorska depuis son enfance. Ils ont un peu grandi ensemble. Et je pense qu'à une certaine époque, il y a eu une petite idylle de jeunesse entre eux. Sesley, le criminel, et Nadège, la veuve, se connaissaient donc depuis l'enfance. Ils ont repris contact il y a tout juste 6 mois, lorsque le prisonnier est parti en cavale. Ils vont avoir le sentiment, l'un et l'autre, qu'ils se sont perdus de vue bêtement, qu'en réalité, ils sont faits l'un pour l'autre. Elle avait besoin de cela et ça l'a fait changer d'air, changer d'idée. Elle était, semble-t-il, follement amoureuse de lui. Les amis d'enfance vont alors devenir amants. Dès lors, Nadège et Sesley font plus que jamais figure de suspects. Même si l'un comme l'autre assure que la mort de Jean-Bernard Wiktorska est accidentelle. Une thèse qui ne va pas résister à la suite de l'enquête. Au même moment, à l'Institut médico-légal, le médecin légiste s'apprête à examiner le corps de Jean-Bernard Wiktorska, retrouvé mort quelques jours plus tôt à son domicile de Sarcelles. L'autopsie va-t-elle confirmer la thèse accidentelle ou au contraire apporter la preuve d'un assassinat? Très vite, le légiste découvre un élément capital. Les analyses toxicologiques qui ont été réalisées donc, sur la personne de M. Wiktorska ont elles aussi révélé des éléments très intéressants. D'une part, la présence d'alcool à hauteur d'1 gramme par litre de sang et d'un puissant sédatif, le rohypnol. Visiblement, avant de mourir, Jean-Bernard Wiktorska avait absorbé une dose impressionnante, une dose massive de rohypnol. Le rohypnol est un puissant somnifère connu pour ses propriétés hypnotiques et sédatives. Absorbé en forte dose et mélangé à de l'alcool, il peut entraîner un coma. Et ce n'est pas la seule découverte du médecin légiste. La première constatation du médecin légiste au niveau de la gorge, c'est le larynx brisé, broyé. La gorge est broyée, elle est en tout petits morceaux et il y a des tout petits bouts d'os qui sont un peu partout et séminés dans la gorge. Et voici quelles sont les premières conclusions du médecin légiste. Selon lui, l'état de la gorge de la victime est incompatible avec la simple chute d'une barre d'haltère sur le cou. Le décès résulte d'une asphyxie mécanique due à la pression exercée à l'aide d'un objet contendant sur le cou. Cet objet contendant pourrait être la barre d'une haltère. La gorge a été pressée. La barre d'haltère a été appliquée de façon extrêmement puissante sur le cou. Les constatations du médecin légiste sont donc sans appel. Il ne s'agit plus pour nous d'un accident, mais bel et bien d'un meurtre par strangulation.
Voilà une victime qui a été d'abord droguée et qui ensuite a été assassinée. Les conclusions du légiste ne laissent pas la place au doute. L'hypothèse de l'accident, avancée par Nadège et Cézlet, son amant, est impossible. Retour à la brigade criminelle où les gardes à vue se poursuivent. Les enquêteurs vont confronter les deux suspects aux résultats de l'autopsie, en commençant par Nadège. Pour moi, il s'agissait d'un maillon faible qui n'était pas aguerri aux mesures de garde à vue, aux questions des enquêteurs de police. Aurore Piana va alors passer Nadège sur le grill. Et là, Nadège va se fissurer. Elle va craquer. Et Nadège de livrer sa version sur la mort de son mari. Je tiens à vous dire toute la vérité sur cette affaire. Il est vrai que c'est lui qui a eu l'idée de supprimer mon mari. Selon elle, c'est Jean-Stéphane qui est le cerveau de ce crime, qui est le cerveau de cette machine criminelle. C'est lui qui a eu l'idée de tuer Jean-Bernard, de monter un scénario pour cela. Et j'ai laissé faire. Face aux enquêteurs, Nadège explique que le couple qu'elle formait depuis plus de 10 ans avec Jean-Bernard battait de l'aile. Elle explique que son mari n'avait plus vraiment de tendresse vis-à-vis d'elle. Qu'il vivait quelque peu dans l'indifférence, qu'il était très pris par son travail, qu'elle le voyait peu, qu'elle était un peu trop seule avec les enfants, qu'elle s'ennuyait en définitive. Pire, d'après Nadège, Jean-Bernard Wiktorska, son mari, lui faisait vivre un enfer. Il est vrai que mon mari était devenu totalement invivable. Son alcoolisme et ses actes de violence à mon encontre et à celle de mes enfants devenaient insupportables. C'est alors que Cézlet, le prisonnier en cavale, réapparaît dans la vie de Nadège. J'ai trouvé en Jean-Stéphane tout ce que mon mari ne m'apportait pas. Je trouvais son attitude tellement exceptionnelle à mon égard. C'est donc dans ce contexte que l'idée d'éliminer le mari gênant a germé. Et d'après Nadège, c'est son amant qui a tout manigancé. Le plan de Cézlet était finalement assez simple. Venir déjeuner en ami, profiter de l'état de faiblesse de la victime et réaliser un crime parfait consistant en un prétendu accident de musculation. Le jour J avait été fixé au 14 juillet, le jour de la fête nationale. Nadège affirme ne pas pouvoir en dire plus, car ce jour-là, elle dit ne pas avoir assisté à la mise à mort de son mari. Après le repas, elle serait partie rejoindre des amis. Nadège est passée aux aveux, mais dans le bureau d'à côté, les policiers se heurtent à un mur. Confrontée aux accusations de sa maîtresse, Cézlet continue de tout nier en bloc. Il est déjà allé en prison, il connaît, si je puis dire, il connaît la mécanique, hein, ça c'est sûr. C'est quelqu'un d'assez déterminé, qui est un garçon intelligent. Son premier réflexe, c'est de dire que c'est une méprise, qu'il ne comprend pas exactement ce qui a pu se passer et qu'il n'a rien fait. Il dit, mais vous êtes fou, moi j'ai absolument tué personne, on n'a tué personne, Nadège y est pour rien. Il dira même d'ailleurs que tout ça, c'est un scénario inventé par les policiers. Il ne lâche rien. Cézlet, ce multi-récidiviste, est rodé à l'exercice de la garde à vue. Il campe sur ses positions et pour lui, Jean-Bernard Wiktorska est mort bêtement sur son banc de musculation. Nadège affirme que vous êtes l'auteur de ce meurtre. Elle précise la préméditation et explique les motivations. Pourquoi? Elle a eu peur. Elle a peut-être fait cela avec quelqu'un d'autre, je n'en sais rien. Je veux voir mon avocat. La seule chose qu'il va nous concéder, c'est de reconnaître sa présence au déjeuner chez les Wiktorska le 14 juillet midi. On a mangé, mais il était tellement odieux pendant tout le repas que moi, dès la fin du repas, je suis parti. Nadège est restée avec son mari, moi j'en sais pas plus. Cézlet a fait la connaissance de Jean-Bernard Wiktorska par l'intermédiaire de Nadège. Les deux hommes se connaissent. Malgré tout, Cézlet réfute toute participation à un quelconque projet criminel. Difficile de le croire. Mais pour l'instant, les hommes de la PJ de Versailles
n'ont pas la preuve irréfutable de son implication. Forcément, il a un rôle dans cette histoire. Il a un rôle dans la mise à mort de Jean Bernard. Mais objectivement, matériellement, aucune preuve ne rattache Cézelet à ce crime. À l'issue des gardes à vue, les deux amants sont mis en examen pour assassinat et écroués. La justice va maintenant s'attacher à déterminer quels ont été le rôle exact de Nadège et de son amant dans la mort de Jean-Bernard Wiktorska. Une semaine après le décès de Jean-Bernard Wiktorska, le dossier est confié à une juge d'instruction. Sa mission, trouver des éléments matériels qui permettent de confondre Jean-Stéphane Cézelet. Elle s'étonne, à l'analyse du dossier, de ne pas avoir peut-être suffisamment d'éléments. Et cette femme, avec un sérieux remarquable, va reprendre l'enquête de bout en bout. En commençant par entendre la jeune femme, chez qui les deux suspects ont été interpellés. Elle s'appelle Elisabeth Tourteau, elle a 32 ans, c'est une amie de Cézelet. D'ailleurs, la jeune femme l'héberge de temps en temps depuis qu'il s'est évadé. En échange, ce dernier lui fournirait de la drogue. Et là, c'est le jackpot, parce que Elisabeth Tourteau, en fait, on va s'apercevoir à ce moment-là que c'est elle, le corbeau, que c'est elle, le coup de téléphone anonyme. C'est donc Elisabeth Tourteau qui a dénoncé Nadège et son amant comme étant les meurtriers de Jean-Bernard Wiktorska. Convoquée dans le bureau de la juge, la jeune femme va faire une importante révélation. Elle va dire quelque chose de très important dans son audition chez la juge d'instruction. Elle va dire qu'au lendemain du crime, c'est-à-dire le 15 juillet, Jean-Stéphane est venu dormir chez elle et lui a fait des confidences. Et voici ce que la jeune femme déclare. Il a fini par m'avouer qu'il avait tué Jean-Bernard. Il a ajouté que c'était long, que les enfoirés pouvaient mettre du temps à mourir. Elisabeth Tourteau explique que Jean-Stéphane Cézelet, le fugitif, avait tout préparé dans les moindres détails. Et elle raconte une scène surréaliste. Elle va dire, mais attendez, un jour, alors qu'on était à la maison tous les deux, j'ai reçu un appel d'un de mes amis qui est cardiologue à Marseille. Et à un moment, Jean-Stéphane m'a fait signe qu'il voulait lui parler. À ce moment, Cézelet se fait passer pour un scénariste auprès du cardiologue et demande au médecin de lui indiquer le meilleur moyen pour éliminer son rival. Et cela va marcher. Le médecin conseille donc à Cézelet l'injection massive de chlorure de potassium qui provoque un arrêt cardiaque immédiat et qui est indétectable dans les urines, mais qui laisse une trace de piqûre. Et ce n'est pas tout. Ce jour-là, alors qu'il discute avec le médecin, Elisabeth se souvient que Cézelet avait devant lui une feuille de papier sur laquelle il avait pris des notes. Un simple bout de papier qui va tout changer. L'enquête va en fait basculer sur un petit bout de papier que les policiers avaient trouvé dans la petite sacoche personnelle de Jean-Stéphane Cézelet. Un morceau de papier sur lequel un certain nombre de questions sont écrites, questions en rapport avec l'organisation, la préparation d'un meurtre. Lorsqu'on injecte un produit qui n'est pas déterminé sur le bout de papier, combien de temps la personne met pour mourir, si ça laisse des traces, quelles seraient les causes du décès s'il y avait autopsie. Un ensemble de questions, somme toute, extrêmement étranges, qui laissent à penser qu'il s'est posé des questions sur la façon d'opérer son crime. Interrogé lors de sa garde à vue, Cézelet ne se démente pas. Il explique qu'il travaille en ce moment à l'écriture d'un roman policier. Mais à la lumière des nouveaux éléments, ce simple bout de papier va se révéler très précieux. Et après des mois de dénégation, Cézelet va enfin parler. Pour la première fois, dans le bureau de la juge, lorsqu'elle l'interroge sur ce petit bout de papier, il finit par reconnaître qu'il y avait effectivement, avec Nadège, un projet qui petit à petit s'est élaboré, de tuer le mari. Que c'est à ce titre qu'il a écrit ces questions, qu'il a interrogé ce cardiologue, mais il nous dit très clairement
qu'il a abandonné ce projet puisque la réponse du cardiologue a été assez négative et ne permettait pas d'envisager un crime parfait. Pour la première fois, Széslay reconnaît avoir eu l'intention, avec sa maîtresse, de tuer Jean-Bernard Wiktorska. Au départ, il comptait le tuer en provoquant une crise cardiaque grâce à une injection de chlorure de potassium. Seulement, ils avaient décidé d'abandonner ce scénario car il comportait trop de risques. Et c'est à ce moment-là qu'il va se produire un déclic pour Széslay. Il voit un soir à la télévision l'épisode de Colombo qui s'appelle « Exercice fatal ». Devant sa télévision, Széslay va avoir l'idée d'utiliser le même mode opératoire pour mettre au point son funeste projet. Regardez. Au cours de cet épisode, l'assassin étrangle sa victime avec une barre de fer. Puis, il maquille son crime en accident de musculation. Une mise en scène presque parfaite. Il est mort de quoi? Il faisait probablement des mouvements avec cette barre qui lui aura échappé et qui lui est retombée sur la gorge. Et il lui a broyé la trachère-artère. Ce soir-là, Széslay pense avoir trouvé la bonne solution pour commettre le crime parfait. Seulement, il y a un problème. Il n'y a qu'un malheur dans l'histoire, c'est que Jean-Bernard Wiktorska ne fait pas de musculation. Donc il n'a pas de banc de musculation. Et c'est là où, quand même, Jean-Stéphane Széslay est un drôle de type, pour ne pas dire un type pervers. Il va convaincre sa maîtresse, Nadège, d'offrir un banc de musculation à son mari à l'occasion de la fête des pères. Vous imaginez combien c'est horrible, combien c'est machiavélique de penser qu'une femme et son amant ont offert l'arme du crime déguisée en cadeau de fête des pères. Et il se trouve que Wiktorska, lui, son médecin lui avait recommandé de faire du sport, donc il était ravi. Évidemment, il ne voit que le bien dans cette acquisition. C'est ce jour-là, le jour de la fête des pères, que Jean-Bernard Wiktorska va signer son arrêt de mort. Ne reste plus qu'à mettre le plan à exécution. Le 14 juillet, comme prévu avec sa maîtresse, Széslay vient déjeuner chez les Wiktorska. Ils se connaissent bien. Jean-Bernard n'a donc aucune raison de se méfier. Pour mener à bien son scénario, le suspect va alors s'arranger pour rester seul avec la victime. Jean-Stéphane confirme à la juge d'instruction qu'ils ont bien déjeuné tous les trois, qu'à la fin du repas, Nadège est partie vers 15h30, comme elle l'a toujours dit d'ailleurs, et qu'il est resté seul avec son rival, qu'il est resté seul avec Jean-Bernard. Seulement voilà, au moment de passer à l'acte, Széslay aurait changé d'avis. Et voici ce qu'il déclare à la juge d'instruction. Je suis resté 2 heures dans l'appartement pour savoir ce que j'allais faire. Au bout de 2 heures, je suis parti et j'ai laissé tomber. Széslay s'achemine petit à petit vers la vérité, sauf qu'en professionnel du crime, il n'ira jamais jusqu'à celle-ci. En garde à vue, comme dans le bureau de la juge d'instruction, Jean-Stéphane Széslay n'avouera jamais être passé à l'acte. Mais si l'homme se montre peu bavard avec la justice, il en dit beaucoup plus dans les lettres qu'il écrit à Nadège depuis sa cellule de prison. Ils sont incarcérés tous les deux, dans des prisons différentes, et ils s'écrivent. Les lettres sont interceptées, et certaines sont édifiantes au travers des écrits de M. Széslay. Il indique très clairement à Nadège qu'il a accompli des actes parce qu'il lui a cédé pour lui faire plaisir. T'as fini par me piéger, j'ai craqué devant ta détresse, on n'avait pas d'autre solution si on voulait vivre tranquille. Je veux dire, c'est des aveux, ça. C'est des aveux, il les a écrits. À demi-mot, dans ses lettres, Széslay reconnaît donc avoir tué Jean-Bernard Wiktorska. Après 3 ans d'enquête et des centaines d'heures d'interrogatoire, la justice pense avoir reconstitué le scénario de ce funeste 14 juillet. C'est le jour de la fête nationale. Nadège et Széslay ont choisi cette date pour tuer Jean-Bernard Wiktorska. Personne ne travaille, on peut se réunir dans l'appartement et faire la fête. Peut-être la fête de Jean-Bernard Wiktorska.
Romain et Benjamin, les deux enfants du couple Wiktorska, sont en vacances chez des amis. Les deux amants peuvent donc mettre leur plan à exécution. Pour bien commencer la journée, Jean-Bernard Wiktorska et Szézlé font la tournée des bars. C'est la première étape du plan machiavélique échafaudé par les deux suspects. On boit Ricard sur Ricard, c'est Szézlé qui rince, et surtout Jean-Bernard qui boit. Jean-Bernard boit plus que de raison, le but étant pour Szézlé, donc de l'alcooliser un maximum. Jean-Bernard Wiktorska commence à avoir un pli dans la jupe, comme on dit. Hein. Il n'est plus tout à fait étanche, il a trop bu. Aux environs de midi, quand il rentre à l'appartement des Wiktorska, Jean-Bernard est déjà ivre. Mais Nadège et Szézlé vont continuer de le faire boire. Jean-Bernard ne travaille pas, il ne dit pas non. Si bien qu'au milieu du déjeuner, il commence à piquer du nez. La deuxième phase du projet diabolique peut alors commencer. Szézlé va s'éclipser et sur indication de Nadège va aller récupérer un tube de Rohypnol. Il va prendre des comprimés. Il va les piler, les mélanger à un verre de rosé qu'il va faire boire à Jean-Bernard. Szézlé va ainsi piler une plaquette entière de Rohypnol, un puissant somnifère. De retour à table, il tend le verre à sa future victime, déjà assommée par l'alcool. À ce moment-là, Jean-Bernard ne se rend compte absolument de rien. Étant dans un état d'ébriété avancé, il absorbe le Rohypnol sans se rendre compte de la présence donc, de ce sédatif dans le verre. À la fin du repas, après une matinée passée dans les bars, quelques apéritifs, du Rohypnol et le vin du déjeuner, Jean-Bernard n'a plus la capacité de résister à quoi que ce soit. Il est un pantin entre les mains de son futur tortionnaire. Seulement quelques minutes après avoir bu son verre de rosé mélangé avec du Rohypnol, Jean-Bernard Wiktorska tombe de fatigue et s'endort dans son assiette. Szézlé le transporte alors dans la chambre à coucher, où il l'allonge sur le lit. Szézlé en profite pour le changer de vêtements, l'habiller donc en tenue de sport, puis va le porter et l'installer sur le banc de musculation. Alors que Jean-Bernard Wiktorska dort profondément, Nadège et son amant vont prendre le temps de discuter sur le canapé pour peaufiner la dernière étape du scénario. Ils vont organiser, échafauder ensemble un alibi, notamment pour Nadège. Et pour construire l'alibi, il faut qu'elle quitte la maison, donc qu'elle le laisse seul dans l'appartement. Le plus sordide de cette histoire est que Szézlé invite Nadège à aller chez sa propre mère à lui pour justement pouvoir ensuite faire la femme qui s'inquiète sur le sort de son mari. Nadège va suivre le plan à la lettre. Vers 17h30, elle quitte l'appartement pour se rendre chez Madame Lemaire, la mère de Jean-Stéphane Szézlé, qui n'est au courant de rien. Les deux femmes sont amies depuis des années. Nadège peut alors parfaire son alibi. Là, les deux femmes discutent, passent un petit moment, et vers 19h30, elle fait mine de s'inquiéter de ce que son mari ne l'a pas rejoint. Et donc, elle va l'appeler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Évidemment, à chaque fois, le téléphone sonne dans le vide. Au même moment, dans l'appartement des Wiktorska, Szézlé aurait mis un point final à son funeste projet. Le suspect n'a jamais avoué être passé à l'acte, mais pour les enquêteurs, il aurait pris la barre d'haltère et aurait étranglé sa victime. Il aurait enfin passé un coup de téléphone à Nadège pour lui dire que son mari était mort et qu'elle pouvait revenir chez elle. Feignant d'être inquiète, Nadège va alors convaincre son ami de l'accompagner. Elle s'arrange en plus pour que ce soit elle qui rentre en premier dans la chambre où se trouve le cadavre et qu'elle découvre le cadavre. Une fois que Madame Lemaire a découvert le corps de Jean-Bernard Wiktorska, Nadège n'a plus qu'à jouer la veuve éplorée devant les secours, venus constater la mort de la victime. Nadège et Szézlé pensent alors avoir commis le crime parfait. On peut considérer que ce 14 juillet a été méticuleusement préparé par Szézlé. Chacun a suivi le scénario qu'il a créé et imposé.
Seulement Cézelet a commis une grossière erreur. Au lieu de garder le secret, il s'est vanté devant un témoin. Le seul impair qu'a commis Cézelet dans cette affaire, c'est d'avoir péché par orgueil et d'avoir parlé des faits avec mademoiselle Tourteau. Les enquêteurs pensent tenir le scénario de l'assassinat. Mais une question reste en suspens. Pour quelles raisons Nadège, l'épouse, et Cézelet, l'amant, ont-ils décidé d'assassiner Jean-Bernard Wiktorska? Souvenez-vous, au cours de sa garde à vue, Nadège avait déclaré que son mari était alcoolique et violent. Un mobile qui, après l'enquête, ne tient plus debout. Dans ce dossier, on a essayé de faire croire, du côté de Cézelet, que M. Wiktorska était un homme extrêmement violent, odieux personnage. C'est faux, absolument faux. En effet, les enquêteurs n'ont trouvé aucun élément permettant d'accréditer cette thèse, bien au contraire. Pour nous, c'était un couple rêvé. On les a jamais entendus se disputer ou se chamailler pour quoi que ce soit, ni pour les enfants, ni pour autre chose. Jamais il n'a levé la main sur ses enfants ou sa femme devant nous. Alors mon père n'était absolument pas violent. Était attentionné, était présent, on va dire. Il rentrait des fois ivre à la maison, mais jamais il s'en prenait à mon frère ou à moi. Et que ce n'était pas une pourriture, contrairement à ce que les gens disent. Pour la justice, l'assassinat de Jean-Bernard Wiktorska est un acte mûrement réfléchi. En effet, Nadège, l'épouse dépressive, et Cézelet, le prisonnier en cavale, comptaient refaire leur vie ensemble, loin de la région parisienne. Cézelet et Nadège, une fois débarrassés de Jean-Bernard, allaient partir, s'installer ailleurs et monter un petit commerce. Donc le mobile est exclusivement le fric. À l'époque, Nadège et Cézelet veulent ouvrir un bar sur la côte mexicaine. Mais pour accomplir leur rêve, ils ont besoin d'argent. Et ça tombe bien, Jean-Bernard Wiktorska dispose d'une assurance vie, d'un montant de 535 000 francs, soit près de 100 000 euros. Et le bénéficiaire de cette assurance vie n'est autre que Nadège, son épouse. Ce qui rend donc crédible la thèse de l'assassinat pour un mobile financier, c'est l'appel que va passer Nadège dans les jours suivant le décès de son époux à l'organisme d'assurance. Elle souhaitait, lors de cet appel, connaître les modalités donc, du contrat et les montants. Ce serait donc pour l'argent que Nadège et Jean-Stéphane auraient éliminé le mari gênant. Demeure une question. Lequel des deux suspects est le cerveau de ce plan machiavélique? La réponse se trouve dans les expertises psychologiques demandées par la juge d'instruction. Jean-Stéphane Cézelet est décrit par l'expert comme étant sociopathe, comme ne supportant pas la frustration. Voilà, il est asocial. D'ailleurs, son parcours judiciaire le démontre. Hein. Il n'est pas capable de vivre en société, il n'accepte pas les règles et il décide. Cézelet est apparu dans cette instruction comme étant quelqu'un de froid, de calculateur, de manipulateur et surtout de très efficace dans ses manipulations mentales. Les expertises accablent Cézelet. De son côté, Nadège apparaît comme une femme soumise. Il ressortait du rapport médico-psychologique de Nadège Wiktorska qu'elle était une suiveuse, ce qu'ils appellent une suiveuse. C'est-à-dire quelqu'un qui est sous la domination. Extrêmement fragile, qu'elle est extrêmement sensible aux manipulations et qu'elle a une capacité de résistance finalement très réduite. Nadège s'est laissée entraîner, oui. Ça c'est garanti. Parce que toute seule, jamais elle aurait pu faire ça. Pour les experts, Nadège est une faible femme, mais pour son fils, sa responsabilité est bien réelle dans cette affaire. Quand j'ai appris que ma mère était impliquée dans le meurtre de mon père, j'ai eu de la colère, j'ai eu de la haine. On apprend ça, c'est horrible, venant de ses parents, enfin surtout de sa maman.
Je trouvais ça horrible. Alors oui, j'en veux à ma mère, ouais. J'en veux terriblement à ma mère. Après 3 ans d'enquête, les 2 suspects sont renvoyés devant la cour d'assises. Épilogue judiciaire d'une affaire hors du commun. Jean-Stéphane Sesley est poursuivi pour assassinat. Quant à Nadège, elle est accusée de complicité. Plus de 5 ans après les faits, les assassins de Jean-Bernard Wiktorska comparaissent devant la cour d'assises du Val d'Oise. On arrive au procès et tout le monde attend avec impatience l'audition du témoin clé qui est Elisabeth Tourteau. Grâce à elle, grâce à son courage, on va pouvoir juger les auteurs présumés de l'assasinat. Et là, la présidente de la cour d'assises nous apprend que le témoin fondamental, Elisabeth, ne viendra pas. Elisabeth s'est suicidée quelques jours avant le procès. Consternation dans la salle d'audience de la cour d'assises. Ce jour-là, j'ai pleuré parce que je me suis dit, là, je suis dans un film, ça peut pas arriver, quoi. Et ben si. Je pense pouvoir dire que c'est l'unique fois où j'ai vécu une émotion de cette intensité. Si Elisabeth Tourteau s'est suicidée, c'est parce que depuis qu'elle a dénoncé l'assassinat, elle vit dans la terreur. Sa vie est devenue un enfer. Elle est harcelée par téléphone, par courrier et victime d'agressions. Un soir, un homme se présente chez elle et lui énonce violemment « Je sais que Sesley est en prison à cause de toi, je vais te passer au vitriol, je vais t'égorger comme un cochon. » Quelques jours plus tard, 2e agression. Il la roue de coups, de pieds, de poings, elle se met en boule par terre, elle reçoit. Elle est massacrée. Elle est massacrée. Mais Elisabeth Tourteau n'est pas au bout de son calvaire. Le lendemain soir, 2 hommes se présentent une nouvelle fois à son domicile. Elle va recevoir 2 coups de couteau, un au niveau de la gorge et un autre au niveau de la main en tentant de se protéger. Et on va lui faire ce que l'on appelle assez poétiquement un sourire kabyle. Autrement dit, on tente de l'égorger. Laissée pour morte, Elisabeth Tourteau s'en sortira par miracle. Derrière cette série d'agressions, il y aurait un homme, Sesley, l'assassin présumé de Jean-Bernard Wiktorska. Depuis sa cellule de prison, il aurait tout commandité, payant un homme pour accomplir les basses œuvres. Avec son passé judiciaire, avec les faits qu'on lui reproche, il sait qu'il risque énormément. Donc il n'a vraiment rien à perdre. Il est dans la posture de tout faire, de tout tenter pour retarder l'échéance. Malgré le suicide d'Elisabeth Tourteau, le procès reprend. Et pendant les 3 jours d'audience, Sesley n'arrivera pas à faire croire à son innocence, ni même à faire porter le chapeau à Nadège. L'épouse de Jean-Bernard Wiktorska est condamnée à 13 années de prison. Quant à Jean-Stéphane Sesley, il écope de la réclusion criminelle à perpétuité. 3 ans plus tard, en appel, il est condamné à la même peine. À ma connaissance, ça n'arrive pratiquement jamais. Ce type-là, pour la justice, et donc la justice du peuple, ne doit plus sévir. Aujourd'hui, tous les protagonistes de cette histoire sont décédés. Jean-Stéphane Sesley s'est suicidé en prison. Quant à Nadège, elle a mis fin à ses jours à l'issue de sa peine. Presque une délivrance pour son fils. Mon père, il est parti, et elle aussi, elle devait partir. Il fallait que ma mère, elle soit décédée pour que je me sois soulagé. 18 ans après les faits, le jeune homme ne s'est toujours pas remis de l'assassinat de son père. Non, il n'arrive pas à tourner la page. Parce que mon père, il me manque. Et que je suis un peu paumé, là, sans lui.